Peut-être qu'il faudrait justement travailler à réduire cette importance délirante qu'a pris Big Brother, à désamorcer cette espèce de bombe qu'il est en train de nous fabriquer, puisque s'il s'effondre, il ne faut pas croire qu'on pourra faire la fête, parce qu'on va s'effondrer avec lui, évidemment. On va subir de plein fouet une telle crise. Notre état de dépendance nous y condamne, finalement. Le maître meurt, le chien il est chez lui, il a plus ses croquettes, il meurt aussi, c'est comme ça. Laurent Burton, bonjour. Bonjour. Quelques mots tout d'abord pour vous présenter. Vous avez démarré votre carrière en tant que journaliste dans un hebdomadaire régional où vous avez notamment été fait diversier. Alors votre premier ouvrage reste le plus connu, c'était La France Orange Mécanique qui est paru en 2013. Alors ce livre qu'on ne présente plus vous a valu de nombreuses critiques et attaques de la part de médias et de personnalités de gauche pour avoir dénoncé, je cite, l'ensauvagement de la société française. Puis vous publiez Utoya, un roman en fiction autour de la tuerie de masse perpétrée par Anders Breivik. Encore La France Big Brother en 2015, qui est un pamphlet dénonçant le conditionnement des masses dans la veine de 1984 de George Orwell. En 2016 paraît Guérilla, une fiction anticipant un scénario de guerre civile en France. Et en 2018, La France interdite, une étude au vitriol de la réalité de l'immigration en France. Avant de parler de votre dernier livre, Éloge de la force, qui sort aujourd'hui, abordons brièvement quelques questions d'actualité. À l'époque de la France Orange Mécanique, vous aviez fait scandale en parlant de l'ensauvagement d'une nation. C'était l'un des sous-titres de cet ouvrage. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait sienne cette expression. De quoi cela est-il révélateur ? Je pense que Darmanin a essayé de lancer sa petite, enfin il y a réussi d'ailleurs, lancer sa petite séquence politique. Les ministres de l'Intérieur ont toujours un peu servi à donner quelques proléaliments, Orwell appelle ça comme ça dans son livre, quelques miettes comme ça aux Français qui attendent un discours de fermeté. Ce qui est un peu terrifiant, c'est que le discours souvent suffit, pour l'instant en France. Et tous les ministres de l'Intérieur, depuis Pasqua, on a eu Sarkozy, on a eu Cazeneuve, on a eu Valls, ont toujours eu cette habitude de montrer les muscles et se lancer à de grandes déclarations en disant « vous allez voir, ça va changer, les dealers ne vont pas dormir, etc. etc. » Alors ça passe très bien à la télé, sauf que le ministre de l'Intérieur en France n'a pas de pouvoir, c'est le chef de la police. La police, elle fait son travail, elle fait ce qu'elle peut, mais le problème est judiciaire. Si vous n'appliquez pas le code pénal, on peut arrêter tout le monde. Si on les relâche le lendemain, ça ne sert à rien. Donc c'est ce qui se passe, et c'est ce sur quoi j'insiste dans mes livres. Le problème de cette séquence médiatique, c'est qu'on va polariser la population sur ce terme, sur l'ensauvagement, on va faire un sondage sur la peine de mort, etc. Et en une semaine, ce sera complètement évacué du débat pour autre chose, et ce sera oublié. Et on continuera à ne pas se pencher sur la réalité du problème. Donc ça fait un écran de fumée, en quelque sorte. Et c'est ce que je déplorais déjà en 2013 en écrivant La France Orange Mécanique, et ce que je déplore année après année depuis, c'est qu'il n'y a jamais de prise en compte réelle du problème et de volonté de le résoudre de la part de nos gouvernants. Est-ce que ce n'est pas tout de même une certaine victoire idéologique et culturelle de voir un terme qui auparavant n'était prononcé par personne ou alors seulement une petite frange de la société française arriver comme ça dans la bouche d'un ministre important du gouvernement ? C'est-à-dire que je pense qu'ils s'alignent, ils sont pas fous, ils sentent un peu l'air du temps, ils sont quand même là pour ça aussi, et ils sentent bien que cette vision qu'on a qualifiée d'extrême à l'époque est en réalité majoritaire et est même banale en fait dans la société française profonde. Les citoyens voient ça, ils ont une colère contre cette justice qui n'existe plus, et personne ne les entend. Et donc un individu d'en haut fasse au moins semblant de le faire, bien disons que ça tranquillise, ça le rend populaire, et ça permet que vogue la galère en quelque sorte. Moi je ne le prends pas comme une victoire, je le prendrai comme une victoire le jour où on aura en plus des discours, les actes. Et pour l'instant, malheureusement, on est dans l'ère de la communication. On va parler d'un autre ministre, le nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Un de ses premiers déplacements s'est déroulé dans une prison où il a été acclamé par les détenus. De quoi cela est-il annonciateur ? Ben voilà, là on a l'envers de la médaille en fait. C'est que vous avez les discours très durs d'un côté et vous avez la réalité judiciaire de l'autre. Et la réalité judiciaire, c'est Dupond-Moretti. Après Belloubet, qui se félicitait d'avoir vidé les prisons. Après Taubira, qui a tout fait également en ce sens. Donc
il faut vraiment que les citoyens comprennent que la réalité de l'insécurité se joue sur ce terrain-là. Et tant on nommera des individus, des idéologues de la réinsertion, de la prison n'est pas une solution, etc., la société ne sera pas protégée contre ce noyau dur de criminels. La criminalité, elle fait de pas beaucoup d'individus. Il y a une petite minorité de criminels endurcis ultra récidivistes qui ne sont pas mis hors d'état de nuire. S'ils l'étaient, on respirerait un peu mieux. Mais il n'y a pas du tout de volonté d'aller dans ce sens aujourd'hui. Donc, tant on persistera à prendre la justice pour une extension de l'assistance sociale à la française, eh bien, on sera confronté à ce problème. On voit que le gouvernement essaie de mettre en place des mesures, des rafistolages pour essayer justement de ne pas avoir des prisons qui soient surpeuplées. Vous, au contraire, vous appelez, pour résoudre ce problème, à construire de nouvelles prisons ? C'est-à-dire, ça fait plaisir à personne d'enfermer des individus en prison, mais on voit, il suffit de faire l'effet divers, vous voyez tous les jours des types qui sont arrêtés, qui ont, à 20 ans, ils ont 20 mentions sur le casier judiciaire, ou 30, ou 40, ou 50, et à un moment, la deuxième chance c'est très bien, mais la 40e, il faudrait que ça s'arrête. Parce que les citoyens qui sont honnêtes n'ont pas à payer à peu près tous les échecs de cet État, de cette culture de l'excuse, de la sociologie française, qui nous bassine depuis des années avec cette prison qui n'est pas une solution. Mais c'en est quand même un petit peu une, parce que le type qui est condamné réellement à hauteur de ce que prévoit le code pénal, pendant qu'il est en prison, il ne va pas continuer, il ne va pas violer, il ne va pas massacrer, et donc il y aura beaucoup de victimes en moins. Donc je ne dis pas que c'est la solution absolue, mais en tout cas, si la mission de la justice est de protéger l'honnête citoyen, elle doit être au moins impliquée. Et ce que je dis toujours aux citoyens français, allez dans les tribunaux, c'est libre, on peut y entrer, vous assistez aux audiences, vous prenez votre code pénal, vous constatez que la peine encourue n'a rien à voir avec la peine requise et encore moins à voir avec la peine prononcée. Et maintenant, il y a encore la peine appliquée, c'est-à-dire que vous avez le juge d'application des peines qui repasse derrière et qui dit vous êtes condamné à 3 ans de prison, eh bien vous allez faire une année avec un bracelet et une autre année sous contrôle judiciaire et c'est considéré comme de la prison, mais en réalité vous êtes libre. Et tout ça, ça ne peut plus durer en fait aujourd'hui. Le niveau de violence moyen est tel que, si des mesures concrètes ne sont pas prises, je pense que le citoyen aujourd'hui est en train de prendre mesure de cette faillite judiciaire et il va évidemment réfléchir à des solutions alternatives. Donc l'autodéfense, la constitution de sortes de milices urbaines ou villageoises, comme on est en train de le voir aujourd'hui. Et tout va échapper à l'État. Donc après tout, pourquoi pas? Mais en tout cas, on est ici à un point de bascule. Dernière question avant d'aborder votre ouvrage. Les fact-checkers en tout genre, que ce soit les décodeurs ou Check News, usent de tous les moyens rhétoriques et astuces statistiques pour contester ce que certains appellent le grand remplacement, c'est-à-dire la part grandissante de population extra-européenne dans la population française, que vous avez notamment décrit dans la France interdite. Qu'est-ce que vous répondez à ces fact-checkers ? Ils sont dans une logique ultra-complotiste. Pour le coup inversé, puisque c'est un complot qui est autorisé. La fake news, elle est uniquement pour les autres, pour ceux qui voient ce changement de population, qui est complètement incontestable. D'ailleurs, même les démographes qui sont les partisans de ce changement de population ne le contestent plus maintenant. Ils vont vous dire que c'est un enrichissement. On va entendre des Mélenchon vous dire que c'est une créolisation, donc ça n'a rien à voir avec un remplacement ou un changement. C'est positif. Peut-être, mais en tout cas, ça existe en tout cas. Et donc maintenant, ce constat-là, pour moi, ça me paraît de leur part une erreur stratégique même de continuer à nier. En général, il y a plusieurs étapes dans cette façon progressiste d'assimiler des vérités dérangeantes. C'est de commencer par nier et ensuite s'y adapter, de dire effectivement il y a une criminalité, mais c'est la faute de la société. Donc c'est à la société de s'adapter aux criminels et pas l'inverse. Et là, on va vous dire la même chose avec cette immigration. Oui, effectivement, il y a une immigration, mais c'est une chance incroyable et on est vraiment obligé d'y avoir recours. Sinon, notre pays est menacé d'à peu près tous les périls. Et ces décodeurs et fact-checkers et tout ça, et garants de la vérité universelle, sont là pour mettre une pression, faire peser une pression de conditionnement sur la population et la forcer à admettre, d'une part, cette immigration et à lui faire admettre aussi l'idée qu'il est impossible de s'y opposer. On ne peut même pas essayer. De toute façon, c'est comme ça. Donc le mieux est de l'organiser, le mieux est de nous laisser faire, nous donner encore plus d'argent
plus de taxes, plus d'impôts, plus d'aides, plus de tout ce qu'on veut, même plus de police à la limite, et on va s'occuper de tout et votre pays s'en trouvera renforcé. Sauf que dans la France interdite, c'est pas du tout les conclusions que j'ai faites. Alors le problème, c'est que beaucoup d'universitaires n'osent pas du tout aller sur ce terrain-là parce qu'il est très dangereux socialement. On ne peut pas survivre dans l'université si on a des positions qui sont critiques vis-à-vis de l'immigration. Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hugues Lagrange, par exemple, et d'autres. C'est devenu un tabou. Mais la population n'est pas du tout sur la ligne idéologique, sociologique, plutôt dominante. Donc cette rupture grandit et on va de plus en plus avoir ce conditionnement moral sur les consciences aujourd'hui. Abordons maintenant votre ouvrage, Éloge de la force, qui est en quelque sorte, pour résumer, une sorte de manuel d'insurrection mentale contre la bien-pensance. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre avec ce livre ? C'est un très bon résumé, c'est que aujourd'hui mes lecteurs me disent, depuis la France Orange Mécanique, pour les plus avertis, ce constat-là, on l'a fait. À la limite, on n'a plus besoin de chiffres, on n'a plus besoin de preuves. Vous avez fait le tour, d'autres le font aussi. On sait ce qu'on doit savoir, on voit la même chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement face à ce conditionnement, face à Big Brother, cette bulle oligarchique qui ne représente plus qu'elle-même ? Comment nous faire entendre ? La politique nous semble une voie de garage. On n'a pas les moyens, nous, simples citoyens, d'agir, de reprendre en main notre destin. Et je dis, c'est là qu'on se trompe, qu'en réalité, moi je pense qu'il y a des solutions individuelles à portée de chacun pour justement se réattribuer un peu d'impact, d'influence sur nos existences, ne plus tout laisser ça à l'État, à l'idée d'un Trump, d'un miracle, d'un Messie, à une intervention extérieure, au maître État, mais que c'est plutôt aux citoyens de se réattribuer justement la maîtrise de leur destin. Alors, c'est très ambitieux comme projet, mais pour moi c'est la seule manière de nous sortir de cette situation. Alors c'était le sens justement de ma prochaine question. Parce que dans la première loi, qui s'intitule « Ta faiblesse, tu connaîtras », vous faites une critique virulente de l'État. Vous assurez que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'État est le problème et non la solution. Est-ce que vous êtes devenu anarchiste ? Je ne sais pas si on peut parler d'anarchisme. Je dirais que l'État a pu se justifier une époque. C'était même quelque part le garant de la survie des nations quand elles étaient en conflit entre elles-mêmes. Celui qui n'avait pas d'État puissant, il était balayé, il disparaissait. Mais aujourd'hui, la question se discute beaucoup plus parce que l'État est devenu cette espèce de machine qui copte la plupart des richesses du pays. Je crois que c'est 40 000 € par travailleur et par an qui sont captés par l'État chaque année. Donc c'est absolument énorme. Ça ne se justifie pas du tout pour la justice et la sécurité des citoyens. L'État a pris une ampleur telle dans nos vies. Il s'est immiscé dans tous les secteurs possibles. Il contrôle absolument tout. Il taxe tout et par nature, en fait, sa nature est de croître. L'administration ne cherche pas à résoudre des problèmes, elle cherche à grossir, elle cherche à fabriquer de l'administration. Et à partir de là, cette espèce de monstre qui échappe à tout le monde devient une menace collective parce qu'on a des citoyens qui sont complètement dans un état de domestication totale et qui attendent tout du maître État. On l'a vu là, avec la crise du Covid, l'État n'a pas de masque, l'État a des masques, c'était toujours un problème. Et le citoyen ne se demande plus ce que lui-même pourrait essayer de faire et surtout comment il pourrait échapper à cette dépendance extrême vis-à-vis de cet État auquel il a absolument tout délégué finalement. Donc c'est une question qui mérite très clairement d'être posée aujourd'hui, je pense. Le poids de l'État dans nos vies. À ce propos, concernant le rapport à l'État, que dire du mouvement des Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes, je pense, au départ, avaient peut-être cette espèce de fond anarchiste, comme vous avez dit, de vouloir justement un dégagement. C'était au départ contre les taxes, contre cette espèce d'étouffement complètement fou des petites professions, des routiers, etc. Il y avait cette volonté de se dégager un peu de ça au départ, je pense. Et évidemment, ce mouvement, comme tous les autres, comme il n'avait pas de visage, comme il n'avait pas de structure idéologique, a été repris et dévoré par les protestataires habituels, c'est-à-dire justement ceux qui demandent toujours plus d'État, et les manifestants professionnels qui, eux, ne se battent que pour avoir davantage de retombées, davantage d'argent public pour elles-mêmes finalement. Donc évidemment, ce mouvement a été complètement digéré sur place aujourd'hui et ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ.
Et je pense que c'est un peu le lot de tous les mouvements comme ça de foule, s'ils ne sont pas un peu plus structurés, s'ils ne discernent pas clairement que l'État et Big Brother, c'est pas un monstre qu'il faut continuer d'alimenter, mais plutôt qu'il faudrait peut-être débrancher. La loi numéro 2, la peur tu détrôneras, revient notamment sur les pressions que reçoivent ceux que l'on peut appeler les malpensants. Que risquent ceux qui s'aventurent au-delà du politiquement correct ? La peur, c'est vraiment la notion capitale, hein. Je le dis toujours, nous sommes des animaux domestiques et c'est ce sentiment de devoir, de culpabilité qui nous tient tous. Et c'est ce qui empêche le débat aujourd'hui en France. Le débat est complètement tenu par ça, parce qu'on a une peur d'être désigné, ostracisé, notre grande terreur d'animal domestique, d'être tenu à l'écart et donc abandonné, ce qui signifiait il n'y a pas si longtemps que ça la mort. Donc pour éviter ça, on se conforme à la morale dominante, à l'idéologie qu'il faut, qu'on se doit de tenir. Mais cette peur-là fait vraiment partie du problème. On le voit encore aujourd'hui avec la crise du Covid. On parle à des enfants, on parle à des créatures qui sont dépendantes. Donc on les tient comme ça, par ce chantage permanent, à la menace, qui est souvent imaginaire, mais en tout cas ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on a l'obéissance et qu'on a surtout l'absence de réflexion. Donc si on prend conscience de ça, si déjà on accède à une autonomie par rapport à ces signaux, à ce conditionnement et à ce chantage permanent qui pèse sur nos têtes, chantage notamment à l'extrême droite, hein, dans les discussions, je pense que votre média en a fait les frais suffisamment. On peut décloisonner, commencer à décloisonner cette morale qui tient tout le monde, parce que c'est vraiment là-dessus que repose tout le pouvoir dominant. C'est vraiment la morale, c'est rien, c'est simplement parce qu'on a accepté de s'y soumettre. Et c'est encore une fois pour ça que je ramène toujours ce livre à l'individu, au lecteur lui-même. Que fait-il? Est-ce que lui est-il vraiment libre vis-à-vis de cette terreur morale qui pèse sur nous? Certainement pas. Je pense qu'il s'y conforme lui aussi dans beaucoup de pans de sa vie, dans beaucoup de moments, peut-être même inconsciemment. Et à partir du moment où on ne fait pas cet effort de briser ces tenailles de la peur autour de nous, on ne peut pas accéder à l'indépendance, donc à une forme de liberté, de responsabilité, d'autonomie, de fierté et tout ce qui va avec. Les rares personnes qui osent justement affirmer leurs opinions ou colporter ce qu'ils proclament être la vérité, par exemple sur l'immigration, etc., le payent très cher. Même des journalistes qui travaillent dans des chaînes très connues comme CNews, je pense par exemple à Éric Zemmour qui a eu plusieurs procès, etc. Monsieur Moyen, comme vous l'appelez, comment il peut avoir les épaules pour supporter ça ? Bah évidemment, lui, il est tout en bas de l'échelle. D'une certaine manière, il a moins à perdre, parce qu'il ne risque pas d'être viré de CNews, mais on a tous quand même quelque chose à perdre. Et que ce soit au repas de famille ou à la machine à café avec les collègues, on sait très bien que certains sujets sont dangereux. Et à partir de là, on va modérer notre jugement, on va laisser passer notre tour, on va faire attention, parce qu'on n'a vraiment pas envie d'être désigné. Ça, c'est vraiment la terreur fondamentale. Et ce conditionnement est si puissant qu'il nous suit jusque dans l'isoloir. Les individus ont peur, ils ont cette espèce de culpabilité qui est ancrée profondément en eux-mêmes. Ils se font un petit peu honte à eux-mêmes des fois quand ils réfléchissent hors des lignes tracées pour eux. Et toute la société est tenue comme ça. Vous avez parlé des médias, c'est intéressant parce que dans ce milieu médiatique, dont on a l'impression qu'il y a vraiment une unanimité quand même assez soviétique, idéologiquement parlant, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'individus qui donnent le change, qui ne sont pas du tout convaincus, mais qui revêtent les atours en fait, qu'il faut avoir dans ce milieu-là. Ils présentent toute la panoplie de l'indignation convenue. Ils défendent toutes les causes à la mode qu'il faut défendre. Mais en réalité, ils s'adaptent simplement à l'ère du temps. Si l'ère du temps change, ils changeront avec. Et je pense que la plupart des citoyens, nos concitoyens sont comme ça. Seulement, pour l'instant, la bulle médiatique dominante qui parle à nos concitoyens de tous les jours pendant des heures et des heures. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Le poids médiatique sur la vie du citoyen normal est énorme. On parle je ne sais plus, ça doit être 4 ou 5 heures par jour de télévision, 2 ou 3 heures de radio, plus Internet. Ça a un impact très très profond, très très puissant. Vous ajoutez à ça les publicités, enfin toute la routine habituelle.
C'est très très lourd pour un individu qui a déjà l'impression qu'il est seul, parce que comme on l'a dit, il n'ose pas parler à ses pairs, il n'ose pas se faire entendre, donc il se réfugie en lui-même et il a une impression comme ça que tout le monde est devenu fou. En réalité, tous les citoyens sont un peu dans la même situation. Et peut-être il faudrait ce point de bascule, crever cet abcès, cette bulle morale qui nous tient tous, pour qu'on commence à y voir clair et se retrouver, avoir une forme de cohésion morale plus proche du sens commun et des réalités. Ça va pouvoir me permettre de faire la transition avec ma prochaine question. Dans la loi numéro 4, le pouvoir tu reprendras, vous assurez que réussir commence par le savoir. Alors, ce que vous appelez Big Brother abreuve chaque jour les Français des informations qu'il veut bien leur communiquer. Que conseillez-vous aux spectateurs pour qu'ils se documentent mieux sur le monde qui les entoure ? Encore une fois, déjà, il faut il faut sortir de l'hypnose. C'est-à-dire, il faut débrancher, il faut éteindre Cyril Hanouna, il faut arrêter d'écouter Black M. Enfin, il faut prendre du recul par rapport à tout cette ingénierie médiatique très puissante. Encore une fois, c'est très puissant, c'est très bien fait. Ces gens sont là pour ça. Ce sont des techniciens de la manipulation de l'individu, de la capture des attentions, parce qu'il y a des publicités à vendre, etc. Donc tous les cerveaux devraient cesser d'être disponibles par rapport à ça et se replier vers un refuge, en quelque sorte, une forme une souveraineté mentale déjà, c'est-à-dire aller au livre, choisir par eux-mêmes ce qui va remplir leur cerveau, puisque pour l'instant, ils ont dans la tête un tas de slogans publicitaires, un tas de musique et tout ce qu'on veut, enfin tout ce qui va bien pour briller dans cette société telle que nous la connaissons, mais ils peuvent mettre autre chose. Le cerveau, il est vaste. On peut aussi ajouter des vrais éléments de réflexion. On peut se détacher de tout ça, et évidemment, c'est fondamental, parce que c'est vrai que si on n'a pas ce recul intellectuel sur notre propre situation, on ne la voit même pas, en fait. On est le hamster qui court dans sa roue, on n'a aucune vision ni de l'avenir, ni du passé, ni de ce qui nous entoure, donc on ne peut pas s'adapter à cette situation, en fait, et reprendre une forme d'autonomie. Donc c'est vrai que c'est très ambitieux, on est face à une machine à conditionner d'une puissance de feu sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On lui concède tout son pouvoir parce qu'on la regarde et on la finance. C'est ça aussi qui est très fort, c'est que même si vous ne la regardez pas, vous la financez quand même. Et donc c'est très dur de lutter par rapport à ça, les espaces de liberté se réduisent, mais il nous reste celui de la conscience, le refuge ultime. Et là, normalement, si on fait bien les choses, personne ne doit pouvoir venir nous chercher à cet endroit-là. Donc il faut se rebâtir cette forteresse, cette citadelle intérieure, avant de passer à l'assaut. Est-ce que c'est pas aussi un des travers de ce qu'on peut appeler l'extrême droite, de toujours, par exemple, s'indigner, que ce soit le burkini, le voile. On voit sur Twitter, tous les jours, il y a un nouveau scandale. Et finalement, ces militants-là, ils sont aussi dans la continuité, ils n'ont pas de recul sur ce qu'ils subissent, parce que finalement, c'est pas l'autre pendant de Big Brother. C'est sûr qu'en fait, on joue le même ballet, finalement. Et moi, le premier, quand je réagis à l'actualité ou à toutes les aberrations du quotidien, on est finalement pris par ce flux, et le marionnettiste nous contrôle, nous aussi. Notre réaction, elle est attendue, on en vient à voir des individus qui ne se positionnent qu'à rebours du modèle dominant, mais c'est une autre manière de renoncer à toute forme de réflexion et d'autonomie, encore une fois. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a autant de ce qu'on pourrait appeler le complotisme et des délires de la pensée. Les individus sont tellement confrontés violemment tous les jours aux mensonges qu'ils se réfugient dans des visions assez délirantes de la réalité, enfin, de ce qu'ils croient être la réalité. C'est très difficile d'essayer de s'y retrouver dans tout ça quand on n'a pas de point d'appui précis. Beaucoup de gens ont besoin d'avoir des mentors intellectuels, d'avoir des analyses très précises dans lesquelles ils vont se retrouver. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de chances de se perdre dans tout ce qui est proposé plutôt que de s'y retrouver. Donc c'est vraiment un combat de tous les instants, l'esprit critique. Et le recul par rapport à cette machine fait beaucoup de bien. C'est vrai que je milite pour ça, pour cette prise de distance. Débrancher, c'est pas grave si vous ne réagissez pas à l'actualité, si vous manquez le nouveau feuilleton à la mode. Le monde continuera, vous sentirez peut-être même un peu mieux, vous aurez de plus en plus de recul. Et vous pourrez peut-être ramener dans votre vie un peu d'ordre de ce qu'on vous a confisqué par ce bruit permanent. C'est ce que vous faites aussi pour écrire. Pour l'écriture, c'est capital. Et justement, le fait d'écrire un livre par an fait que déjà, on a évidemment plus de recul, puisqu'on a une période de
d'autoconfinement en quelque sorte pendant quelques mois. Et comme ça, on se tient loin autant que possible de l'actualité. Parce que si on commence vraiment tous les jours à aller sur les réseaux sociaux et à regarder ce qui se passe, je pense que là, je ne vois pas bien comment un esprit à peu près sain pourrait tenir le coup, en fait. C'est que le matraquage est tellement violent et puissant. En plus, ces individus qu'on voit, qui sont donc l'imagerie dominante dans tous ces médias, sont en compétition entre eux-mêmes pour exister. Si toi tu fais du LGBT, moi je vais faire de l'indigénisme, mais ils vont essayer d'aller de plus en plus loin dans les propositions, dans ces espèces de concours moraux. Et vu d'en bas, vu du type qui travaille simplement tous les jours et qui de temps en temps se renseigne, le choc peut être très violent en fait. La différence entre ses préoccupations et ce qui se passe, ce qui vient d'en haut. Donc c'est vraiment difficile de garder un équilibre par rapport à ça, et c'est vrai que je pense que prendre du recul de temps en temps est vraiment la chose primordiale à faire. Dans la loi numéro 5, vous abordez la question de l'enracinement. Pourquoi est-il nécessaire, selon vous, de revenir sur l'héritage des philosophes des Lumières et de la création de l'homme nouveau? C'est qu'on est tellement dans ce monde virtuel, archi-virtuel, on a tous finalement un peu cédé, abandonné notre existence fondamentale à ce monde. C'est pratique, on travaille avec des gens à distance, on fait tout par Internet, le smartphone règle à peu près tous les problèmes de la vie courante, et on perd contact avec les réalités fondamentales qui ont toujours fait la vie des êtres humains. Là, le retour à la nature, alors c'est pas le truc, c'est pas du tout la vision romantique, hein, délirante, toilettes sèches, etc., les dreads et tout ça. C'est vraiment un retour aux choses concrètes, au travail concret de la terre, au travail du bois, etc. Toutes ces choses-là, à comprendre notre degré de dépendance vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, on dépend de centaines d'autres individus pour vivre, pour nous alimenter, pour avoir notre eau courante, pour avoir notre électricité. Et si jamais ce système, qui est quand même très complexe et du coup très vulnérable, connaissait un raté, comme par exemple ça a été le cas avec la crise du Covid, on se rend compte très vite que, en fait, nous, on est archi-dépendants, et que si ce système tousse, eh bien, nous, on peut très bien mourir par défaut d'adaptation, parce qu'on ne sait plus rien faire, parce qu'on ne sait même pas comment fonctionnent tous ces appareils connectés qui font notre existence. Et donc il me semble nécessaire de revenir à des réalités très profondes, la réalité de transmission, de se dire qu'après tout, on n'a peut-être pas de poids sur ce monde virtuel qui va très vite, mais si on commençait à avoir une cellule familiale, par exemple, si on commençait à avoir une transmission de ces réflexions, de cet esprit critique, de ces valeurs, peut-être qu'on ferait perdurer celles que nous ont transmises nos anciens, c'est pourquoi ils se sont battus, ils sont morts, et que si ce fil n'était pas interrompu par nous, par justement notre volonté de nous oublier, notre volonté de faire la fête, de participer à ce monde-là, de faire carrière dans ces nouveaux métiers, peut-être que là, on avait en quelque sorte cette immortalité de l'ancestralité, de la descendance, et qui était la vraie transcendance finalement face à ce monde de consommation, d'immédiat, de bruit, et que ça pourrait être une manière parmi d'autres de résister. La loi numéro 6, qui s'intitule « L'ennemi tu connais trois », aborde notamment les apôtres de la politique identitaire, alors que ce soit le mouvement Black Lives Matter, les LGBT ou encore le communautarisme religieux. En quoi cette politique identitaire est un fléau pour la France ? Alors, le mot identitaire, je suis contre la criminalisation de ce terme, parce que je vois le discours médiatique comme il évolue ces derniers temps. C'est qu'on associe justement les indigénistes et les LGBT et tout ça, enfin tous ces mouvements très à la mode, fondamentalistes, progressistes en quelque sorte, on les associe à ce terme identitaire. Et je trouve que c'est pas extrêmement approprié, parce qu'on est tous d'une certaine manière identitaires, on a besoin de nous identifier à quelque chose, à des concepts, à des valeurs. Et ceux qu'on appelle les identitaires, les méchants, hein, les identitaires qui mettent leur banderole et tout ça, ceux qui font des actes très graves, qui essaient de faire appliquer la loi, enfin voilà, et en quelque part qui sont traités un peu comme des terroristes, ceux-là revendiquent une identité qui est plus ou moins universelle, qui est l'appartenance à un terroir, à une population, et je vois pas bien ce qu'elle a de choquant. Enfin, par contre, cette identité
indigéniste, etc. Là, celle-là me semble bien plus menaçante et c'est celle-là qui participe du conditionnement puisque c'est celle-là qui veut faire taire et qui veut faire honte, qui use et abuse du chantage à l'extrême droite, comme on disait, cette intimidation permanente, c'est-à-dire si vous êtes ne serait-ce que sceptique par rapport à nos combats et nos positions, vous êtes forcément l'allié de... Enfin, vous êtes les heures les plus sombres, vous faites le jeu dans c'est qui, et vous êtes automatiquement hors débat, et on ne peut plus parler. Donc ça, évidemment, c'est pas possible. Tout citoyen a droit à sa liberté d'expression et d'opinion, et donc à partir du moment où des individus jouent aux apprentis terroristes, ils s'excluent même du débat public, c'est pas possible. Donc ces individus-là, évidemment, sont très dangereux. Et leur seul but est d'obtenir du pouvoir sur ces positions, qui sont la plupart du temps pas très sincères, mais simplement la soumission en France aujourd'hui donne du pouvoir, la culpabilité donne du pouvoir, c'est ainsi. Et ces individus-là, leur seul but est d'empêcher la pensée libre et le débat libre. Donc c'est un gros problème, et ce problème, évidemment, doit être jugulé, en quelque sorte. La France actuellement possède plusieurs lois qui limitent cette liberté d'expression. Dans votre monde idéal, à vous, quelles devraient être les limites de cette liberté ? Encore une fois, là, on est sur une question très difficile. Est-ce que les appels à la violence peuvent être tolérés dans un pays comme le nôtre ? C'est une question très compliquée. Encore une fois, moi, j'aurais tendance à être pour une liberté assez absolue de l'expression. Mais donc, ça voudrait dire qu'on est libre de diffamer, qu'on est libre d'inciter à la violence. Et évidemment, ce sont des choses qui sont très, très périlleuses. Personne n'a envie d'être diffamé, pourtant c'est ce qui arrive. Moi j'ai été victime d'innombrables diffamations, j'ai vu personne être condamné ou poursuivi pour ça, c'est comme ça. Le débat, les prises de position amèneront toujours des oppositions, et plus elles sont violentes, moins elles sont sûres d'elles, j'ai envie de dire. Si vous essayez d'avoir une emprise comme ça, terroriste sur des individus, c'est que finalement vos arguments ne suffisent pas, et que votre chantage devrait les remplacer en quelque sorte. Moi, je ne suis pas du tout favorable à la condamnation des individus qui s'expriment. Après, parce que je sais que l'incitation à la haine peut prendre des interprétations infinies. Il suffit que je critique, je ne sais pas, les véganes, et on pourra dire que peut-être j'incite à la haine indirectement. Alors que non, mais si le juge décide de l'interpréter comme ça, absolument rien ne peut l'en empêcher. Et une fois qu'il l'a fait, c'est une jurisprudence et on peut condamner des types pour avoir dit qu'ils aimaient bien la côte à l'os. C'est comme ça. Donc, si la limite n'est pas claire, et je ne pense pas qu'elle peut l'être dans ce genre d'affaires, eh bien, on a une judiciarisation infinie du débat public et on va condamner des types parce qu'ils ont une opinion. Et évidemment, moi, je suis contre. Vous avez employé 2 fois le terme de comportement terroriste concernant ces personnes qui viendraient à limiter la liberté d'expression. Vous ne trouvez pas ça un peu déplacé après ce qu'on a vu par exemple à Paris, ce qui était vraiment le terrorisme? C'est-à-dire que dans les deux cas, le but est de faire taire. On est bien d'accord. Alors évidemment, si on le fait en massacrant des gens, on aura bien plus d'impact. C'est terrible à dire, mais ce sera beaucoup plus efficace. Ça l'a été, très clairement, en France. Beaucoup de gens n'osent plus parler de l'islamisme parce qu'ils ont peur. Le terrorisme intellectuel existe aussi. Alors bien sûr, on a l'impression que c'est beaucoup moins gênant. Ça ne fait pas de morts, ça ne fait pas de blessés. Mais la mort sociale, dans une démocratie, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable non plus. Et à partir du moment où vous avez peur de ne serait-ce que réfléchir, c'est un très très mauvais signe. Et ça veut dire que ce pays n'a plus rien d'un pays libre. Donc il faut se battre contre toutes les formes de pression morale. Et celle-là en est une. C'est ce que je voulais dire. Évidemment, le terme terroriste, on peut l'entendre comme du terrorisme intellectuel, mais ce n'est pas du tout la même chose, évidemment. Nombreux sont ceux, notamment à la droite de l'échiquier politique, qui espèrent un homme providentiel, parfois même un coup d'État pour sortir la France du marasme. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, j'ai tendance à ne pas croire à ce genre de personnages. Les individus sont attirés par le pouvoir. Et il y a des individus doués pour sentir l'air du temps. Il y a des Darmanins, il y a des types encore plus doués que ça, et qui peuvent, à partir de là, en jouant justement sur le sentiment populaire, ils peuvent atteindre une popularité importante, immédiate, et ils peuvent accéder au pouvoir, et on peut, par extension, leur concéder beaucoup de pouvoir en se disant « ça y est, c'est l'ordre, et ils vont remettre le pays à l'endroit ».
Mais en réalité, les individus sont tous les mêmes, ils cherchent avant tout le pouvoir, pas pour faire plaisir aux autres. Et une fois qu'ils l'ont, en général, ça ne s'arrange pas. Ils vont aller très loin dans cette espèce de quête de toute puissance, d'ivresse d'eux-mêmes. C'est encore une fois un réflexe un peu domestique de croire que qu'un individu providentiel va faire en fait à notre place ce qu'on n'est pas capable de faire. Si nous, on n'est pas capable de défendre notre civilisation, de nous faire entendre, d'imposer nos opinions, on croit qu'un autre va le faire à notre place. C'est une autre manière finalement de déléguer un pouvoir qu'on ne veut même pas prendre, auquel on ne croit plus. Et donc c'est pas très bon signe. Et moi je suis pas du tout favorable à ça, à un nouvel autoritarisme. C'est encore une autre manière de ne pas être libre, donc ça me plaît pas beaucoup. Une question pour conclure. La fin de Big Brother est-elle possible sans qu'une guerre civile n'embrase la France? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vraiment, le débat est ouvert. Là, la situation me paraît très critique. Enfin, pas qu'à moi d'ailleurs, mais à beaucoup de spécialistes de ces questions-là. La situation est très préoccupante à tout un tas d'égards. Économiquement notamment, je pense qu'elle va vite devenir insupportable, intenable. Donc, quand on voit la fragilité de cette société, quand on voit que les individus à la tête de l'État ne sont absolument capables de rien à part communiquer et dépenser de l'argent public, évidemment, on est en droit d'être très très inquiet pour l'avenir immédiat. S'il y avait une crise économique réelle qui advenait, comment serait-elle gérée? Serait-elle seulement gérée? On ne le sait pas et on n'a pas trop envie de le savoir. Donc peut-être qu'il faudrait justement travailler à réduire cette importance délirante qu'a pris Big Brother, à désamorcer cette espèce de bombe qu'il est en train de nous fabriquer, puisque s'il s'effondre, il ne faut pas croire qu'on pourra faire la fête, parce qu'on va s'effondrer avec lui, évidemment. On va subir de plein fouet une telle crise. Notre état de dépendance nous y condamne, finalement. Le maître meurt, le chien, il est chez lui, il a plus ses croquettes, il meurt aussi, c'est comme ça. Donc il faut évidemment travailler à désamorcer ce pouvoir, à le détruire petit à petit, et nous, à reprendre un petit peu la maîtrise de nos existences et de notre destin, en espérant que la chute brutale n'arrive pas. Et si elle n'arrive pas, évidemment, on vous dira que l'agonie peut durer très longtemps, et c'est pas bon signe non plus, hein, puisque plus cette agonie va durer, plus la situation sera difficile, plus l'État va durcir ses prérogatives et son pouvoir, et donc moins les individus seront libres. Laurent Burton, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Valeurs Actuelles. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes l'auteur du livre Éloge de la Force aux éditions Ring qui paraît donc aujourd'hui.